Et maintenant, l'invité de la matinale, le président ukrainien est à Paris pour un sommet sur la sécurité, pas de cessez-le-feu, un petit pas en mer Noire vers la fin des hostilités. Mais c'est pas certain. Où en est le conflit? On en parle avec un militaire. Général Dominique Trinquant, bonjour. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur d'Un monde à l'autre aux éditions Robert Laffont. Dominique Trinquant, faisons de la pédagogie. Quel est l'enjeu fondamental de ce nouveau sommet pour la sécurité ? Alors, du court terme et du plus long terme. Le court terme, c'est comment aider l'Ukraine aujourd'hui à résister face à l'invasion qui continue russe. Le moyen terme, c'est s'il y a un cessez-le-feu, comment l'observer, comment mettre en place ça. Et sur le long terme, comment renforcer d'une part l'armée ukrainienne, qui est la première armée d'Europe aujourd'hui face aux Russes, et deuxièmement, bien sûr, la défense de l'Europe plus globalement avec les Européens. Alors le sommet précédent équivalent, ou son symétrique, a été organisé à Londres, en Grande-Bretagne. Ça fonctionne finalement, cette double association franco-anglaise, qu'on n'imaginait pas tellement. L'Angleterre semblait arrimée aux États-Unis sur les questions stratégiques. Oui, alors je trouve que la position est intéressante. J'étais à Londres la semaine dernière, ça m'a permis de prendre la température in situ. Et effectivement, les relations entre les armées françaises et anglaises sont excellentes. Il faut rappeler les accords de Lancaster House. Mais en plus, le fait d'avoir un pivot, un pilote de l'Union européenne, la France, et quelqu'un à l'extérieur de l'Union européenne et qui regrette beaucoup le Brexit, en fait, ça permet de montrer que le continent européen, même s'il y a une île dedans, est du même côté de l'Atlantique et que de l'autre côté de l'Atlantique, depuis l'élection de M. Trump, il y a des difficultés. Les deux puissances nucléaires européennes, même s'il y a eu le Brexit. Alors, le Canada est présent aujourd'hui dans ce sommet. Comment la défense canadienne peut-elle s'associer à l'effort européen de défense? Ça aussi, c'est nouveau. Alors, c'est nouveau, et les Canadiens sont remontés comme des pendules contre M. Trump. Après toutes ces déclarations, il voulait annexer le Canada. Et là aussi, les Canadiens s'aperçoivent aujourd'hui qu'ils ont laissé totalement leur défense dans la main des Américains, et que la menace russe étant là, comment aider les Européens, en particulier en travaillant dans le domaine de l'armement. Est-ce que des sociétés canadiennes pourraient travailler avec des sociétés européennes? C'est là l'essentiel de leur travail avec nous. Est-ce que ce rapprochement entre Anglais, Canadiens, Européens, Français commence à inquiéter Washington, ou au contraire, ils se frottent les mains en se disant ça y est, ça va nous coûter moins cher la défense? Oui, je crois qu'ils s'en moquent complètement. Ouais. On peut dire que le pôle... vous savez, autrefois, on parlait du monde libre. Eh bien, ce monde libre, maintenant, il se restreint à l'Europe. Et que du côté des États-Unis, il s'en fiche complètement. Il est dans ses calculs mercantiles. C'est la seule chose qui compte pour lui. Et donc, je crois que vraiment, le monde libre, aujourd'hui, je parle de l'Europe, là, bénéficie du double effet à la fois de la guerre en Ukraine, qui a réveillé un peu les consciences, et de l'élection de M. Trump, qui ramène les Européens à leurs responsabilités. On parle des États-Unis, on va y rester avant de revenir à Paris pour ce sommet de la sécurité, mais puisque vous évoquez les États-Unis, cette affaire du Signal Gate, où une conversation stratégique, des plans d'attaque qui se retrouvent dans une messagerie qui n'a pas été piratée, mais qui a associé par erreur un journaliste proche des démocrates qui va publier la conversation, où clairement ce qu'on appelle des secrets militaires ou des secrets d'État peuvent se retrouver accessibles à n'importe qui, y compris des journalistes. C'est une affaire grave. Vous êtes tombé de votre chaise de général quand vous avez appris ça? Complètement, c'est de l'amateurisme complet. Et juste 3 points. Le premier point, introduire dans une boucle aussi importante que celle-là quelqu'un sans l'avoir identifié, ça me paraît absolument incroyable. Deuxième point, on ne me dira pas que les États-Unis n'ont pas de système crypté gouvernemental pour avoir ce d'échange. Et de faire ça sur Signal, ça montre l'amateurisme. Ils avaient probablement pendant la campagne l'habitude d'avoir une boucle Signal. Bon, maintenant, on fait la même chose. Et en plus, après, de nier que c'est quelque chose d'important. Le troisième point, c'est à l'intérieur de la conversation. Moi, j'ai été frappé puisqu'il s'agissait de parler de frappe sur les outils, de la méconnaissance absolue de tous ces intervenants sur la réalité de pourquoi ils frappent les outils. En vous disant, on en a marre de protéger les Européens. Alors que je rappelle qu'il y a une mission européenne là-bas qui protège les bateaux. Donc les Européens prennent leurs responsabilités. Et les frappes américaines contre les outils, c'est autre chose.
c'est l'Iran qui est indirectement visé. Et ça, il n'en parle pas du tout. Et on avait beaucoup entendu en 2015-2016 les Républicains taper sur Hillary Clinton à cause de l'affaire des emails, mais ça c'est un autre dossier. Alors on a entendu hier le président français, l'Ukraine est devenue la première armée d'Europe, dit-il. L'Ukraine est-il devenu un pilier de la défense européenne et donc une terre d'investissement militaire pour les Européens? C'est la question qu'on se pose, Dominique Trinquant. Oui, d'abord par les résultats. Ça fait 3 ans que la Russie essaye d'abattre l'armée ukrainienne. Elle n'y arrive pas. Elle résiste toujours. Ensuite, par l'innovation. Les fameux drones. L'année prochaine, l'Ukraine va être capable de produire 4 millions de drones. C'est absolument gigantesque. Et aujourd'hui, à la fois les drones, mais aussi les robots, qui sont de plus en plus mis en place, parce que malheureusement l'Ukraine a une démographie déclinante, a peu de combattants, et donc cherche à les remplacer. Donc, un volume de force important, des centaines de milliers de soldats, mais aussi de l'innovation, et puis un moral, c'est-à-dire une capacité de résister. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui la première armée d'Europe. Est-ce que pour le militaire que vous êtes, la position de la France sur l'envoi de troupes en Ukraine est désormais claire? Emmanuel Macron a dû repréciser les choses face à des questions de journalistes hier soir, ou est-ce qu'il y a encore du flottement ou de l'incompréhension? Non, je crois que les choses sont claires, sauf qu'un certain nombre de personnes ne voudront pas de cette clarification. Pas de soldats français sur le front, une force que j'allais dire stratégique de réassurance sur d'autres positions, Lviv, Odessa par exemple, qui sont des éléments importants. Donc les choses sont très claires. Et sur la ligne de confrontation, je rappelle qu'un cessez-le-feu tient d'abord à la volonté des deux belligérants d'arrêter le feu, c'est-à-dire les Russes, et les Ukrainiens. S'ils ne le veulent pas, évidemment, ça ne tiendra pas. Donc, pour que ce soit très clair, ce qui a été rappelé hier soir, c'est que sur la ligne de front, là où on se bat et on se tire dessus, ce sont des Ukrainiens et pas d'autres troupes européennes. En revanche, s'il faut sécuriser des grandes villes ou des installations stratégiques, on pourrait imaginer la présence de troupes françaises et anglaises et quelques autres, qui ne combattraient que si elles étaient attaquées. C'est ce que j'ai entendu hier soir. C'est bien ça. Mais c'est cela. Si vous voulez, là, c'est les règles d'engagement, comme on dit, classiques. J'avais souvenir, quand j'étais en Yougoslavie, où un village était attaqué, et le commandant de bataillon disait à son chef, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, mettez-vous dans le village, comme ça vous serez attaqué, vous pourrez répondre. Et c'est exactement ça. On se met en position, parce que l'intérêt, c'est quoi? S'il y a rupture du cessez-le-feu, que l'Ukraine est de nouveau attaquée, ne pas permettre cela. Et à ce moment-là, donc c'est là où les Russes n'ont rien à dire sur cette position-là. C'est à l'Ukraine de choisir si oui ou non elle veut être aidée par d'autres pays. Vous évoquez un cessez-le-feu, parlons de celui qui est envisagé en mer Noire. D'après les déclarations d'hier de Zelensky et Macron, ça n'est pas gagné puisque Poutine réclame la fin des sanctions européennes pour pouvoir cesser les hostilités. Rien qu'en mer Noire, ça marche pas. Oui, ça marche pas, il n'y a pas d'accord. Et là, on voit la difficulté de M. Trump, qui veut aller vite, qui veut avoir des accords rapidement. Donc, il envoie son négociateur immobilier en chef pour aller négocier ça, qui discute toute la journée du lundi, qui publie une déclaration le mardi dans l'après-midi, mais d'un côté les Américains, de l'autre côté les Russes. Et immédiatement après les Russes mettent d'autres conditions qui n'ont pas été négociées. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'accord. Au passage, accord qui était dans l'intérêt des Russes. Les Russes ont été chassés de la mer Noire. Ils sont dans la mer d'Azov ou sur la côte est de la mer Noire. Et là, on obtenait pour eux qu'ils puissent sortir leurs denrées, leurs engrais, leurs blés, etc. Mais ils en veulent plus. Ils veulent que ça puisse être financé par le système SWIFT. Ils veulent qu'on lève les sanctions. Donc on voit bien que les Russes en veulent toujours plus, mais à juste titre, puisque M. Trump commence par démarrer sur ce que la Russie a déjà demandé. Donc forcément, les Russes vont toujours en demander plus. Ils sont pas pressés. Est-ce que Zelensky est pressé, lui? Les Russes, on sent qu'ils jouent la montre. Est-ce que Zelensky, lui aussi, joue la montre? Et surtout, que lui faut-il pour tenir militairement? Non, alors je pense que lui voudrait un accord, pas à n'importe quel prix, c'est là où est la question. Il faut qu'il tienne. Il a la chance d'avoir les Européens avec lui pour tenir. Et il faut aujourd'hui qu'on lui fournisse plus d'armement, plus de capacité, et qu'il puisse tenir. Je le répète, certes, Koursk a été quasiment complètement reconquise par les Russes, mais au prix d'un effort considérable, ils ont concentré toutes leurs forces importantes. Il y a d'autres attaques
ukrainiennes qui ont été lancées en territoire russe, juste en dessous. Donc aujourd'hui, il a besoin d'armement, il a besoin d'équipement pour pouvoir tenir sur les lignes sur lesquelles il est et de dissuader Monsieur Poutine d'aller plus loin. Et Monsieur Poutine, qui a besoin de cette guerre pour affermir son régime, mais il n'a pas besoin d'une guerre de haute intensité parce qu'en fait, il saigne complètement son armée, que ce soit en hommes ou que ce soit en équipement. Un mot sur l'Europe qui se réunit donc aujourd'hui avec aussi le Canada, avec aussi les Anglais. Qu'est-ce qu'il faut à l'Europe pour être prise au sérieux par les États-Unis et Poutine ? Alors je pense que pour être pris au sérieux par les États-Unis, d'abord, il faut marquer que les Européens sont engagés, veulent continuer à être engagés avec les Américains, mais qu'il faut que les Américains changent de langage vis-à-vis de Poutine. Que M. Trump réalise que M. Poutine ne veut pas la paix, tout bêtement. Et que c'est l'intérêt de M. Trump d'être allié avec les Américains. Du côté de M. Poutine, qui a son rêve, c'est-à-dire discuter au bon niveau avec M. Trump, il s'agit pour les Européens de marquer qu'il n'arrivera pas à dissocier les Européens de M. Trump. On en vient toujours au général de Gaulle, finalement. Il avait raison quand il disait un jour les États-Unis s'éloigneront de l'Europe, il faut une troisième voie, il faut faire les choses autrement, il faut que l'Europe se redresse. Oui, il avait raison comme toujours, et c'est pour ça que les Européens aujourd'hui se rallient à la France. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que la France, depuis des années, tient ce langage-là, et ça va même beaucoup plus loin. Pour nos auditeurs, je voudrais rappeler que le premier qui a parlé de la dissuasion nucléaire française qui avait un intérêt européen, c'est le général de Gaulle en 1962. Au départ, il voulait une dissuasion nucléaire qui serve aux Allemands et aux Français. Et là, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est que ce sont les Européens qui se rallient à cette position. Général Dominique Trinquant, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle le titre de votre dernier essai, D'un monde à l'autre. C'est paru chez Robert Laffont. À bientôt, Général. Merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, France.